Bonjour. Donc, on va pouvoir commencer une présentation sur l'ouverture de la mesure de protection. Donc, je suis Olivier Godin, mandataire judiciaire individuel. Et je suis Madame Lecas, je suis chef de service à la ZAPN, qui est une association tutélaire donc, sur le département du Nord. Alors, merci beaucoup Maya, Lisa et tout envolé de la liste d'aborder ce thème de la protection juridique des majeurs. Alors, le principe de protection, de priorité familiale a été très clairement rappelé par les deux magistrats qui viennent d'intervenir. On va, Madame Lecas et moi-même, vous reparler du dispositif effectivement d'ensemble, mais à partir du prisme du mandataire judiciaire et donc de notre exercice quotidien des mandats. Alors, en fait, on va... Alors, en fait, on va vous parler effectivement un très bref point sur la demande de mesures de protection, le cadre d'intervention du mandataire judiciaire, donc quelle est notre philosophie d'action. On va vous parler de manière très concrète ensuite de la question de l'ouverture du mandat. Donc le premier rendez-vous, les premières démarches, comment est-ce que ça se passe? Parce que c'est une période qui est souvent anxiogène et complexe pour la personne protégée et qui est souvent lourde de beaucoup d'interrogations pour la personne protégée, ses proches, et puis aussi pour les professionnels intervenant auprès de lui. Et puis enfin, on fera, s'il nous reste quelques minutes, un bref point sur les contraintes du mandataire judiciaire dans son fonctionnement. Alors, et puis après, on prendra un temps de questions. Alors, sur la demande de protection, donc, ça nous a été bien rappelé tout à l'heure, la mesure de protection, en fait, elle est permise au bénéfice d'une personne présentant une altération médicalement constatée de ses facultés mentales ou de ses facultés corporelles. Il faut que cette altération soit de nature à empêcher l'expression de sa volonté et que, pour ces motifs, elle soit dans la possibilité de pourvoir seule à ses intérêts. Si ces trois conditions cumulatives ne sont pas réunies, donc il n'y a aucune mesure de protection n'est envisageable, quelle que soit la mesure de protection. Alors, ça a également été dit tout à l'heure, la mesure de protection doit être donc nécessaire, subsidiaire et proportionnelle. Toutes les situations ne justifiant pas une mesure de protection. Si un dispositif plus léger peut être mis en place, il sera envisagé en priorité par le magistrat. Et lorsque le magistrat met en place une mesure de protection, il va le faire de façon adaptée à la situation de la personne. C'est-à-dire que cette gradation vous a été exposée tout à l'heure par Madame Lecay-Livreau, et dans la nature même de la mesure de protection, dans le dispositif même qui va être mis en place, que ce soit une curatelle, que ce soit une tutelle ou même une sauvegarde de justice, eh bien, les termes du mandat peuvent être aménagés par le magistrat de manière adaptée à la situation particulière de la personne. Alors, je ne reprends pas le document qui est très bien fait, que vous avez dans vos pochettes, qui explique le déroulement de la demande de mesure de protection, qui s'initie avec le processus de réflexion et d'échange avec la personne fragile sur l'opportunité de la mesure de protection, la nécessité de l'examen médical. Ensuite, une fois que la requête est déposée, le juge auditionne, le procureur de la République rend un avis, il y a ensuite l'audience de jugement, puis nous allons à ce moment-là recevoir, en tant que protecteur désigné, la notification de la mesure de protection juridique. Alors, juste un mot, s'il y a une urgence dans la situation de la personne prise en charge, notamment au sein d'un établissement médico-social, il ne faut pas hésiter à le motiver, à l'expliciter dans la requête de demande de mesure de protection, pour que le magistrat, si c'est opportun, puisse décider de la désignation d'un mandataire spécial dans le cadre d'une sauvegarde de justice. Donc la marche à suivre, vous est bien exposée dans le document que vous avez, donc là-dessus je vais passer. Voilà. Alors, nous, quel est le cadre d'intervention qui va être celui du mandataire judiciaire? Alors, nous,
nous allons intervenir avec comme objectif, comme clé de lecture fondamentale, essentielle, le fait que la finalité de la mesure de protection, c'est l'intérêt de la personne protégée. Alors l'intérêt, ce n'est pas nécessairement l'intérêt économique, c'est un intérêt qui est multidimensionnel, c'est une balance entre les souhaits de la personne, son autonomie, ses capacités, que ce soit des capacités personnelles, que ce soit des capacités économiques. Et donc on va rechercher avec la personne ce qu'est son meilleur intérêt au regard des préférences qu'elle exprime. Dans la façon dont nous allons exercer le mandat, on va s'attacher, et ça quelles que soient les modalités d'exercice, hein. Donc on exerce en tant que préposé d'établissement hospitalier, qu'on exerce en tant que mandataire judiciaire dans le cadre d'un service mandataire judiciaire ou à titre individuel, on va vraiment s'attacher à respecter l'autonomie de la personne autant que possible. Et les principes de nécessité, de proportionnalité et de subsidiarité qui président à l'ouverture d'une mesure de protection doivent aussi être mis en œuvre dans l'exercice du mandat de protection juridique. C'est-à-dire que nous, quand on va agir que lorsque l'on estime que c'est nécessaire. On va agir de manière la plus proportionnelle possible par rapport à la situation à laquelle on est affronté. Et si jamais notre action à nous n'est pas indispensable et qu'elle peut être mise en œuvre par le dispositif de droit commun ou par un tiers, eh bien on va nettement préférer que ce soit le réseau naturel ou préexistant du majeur protégé qui puisse répondre aux besoins de la personne. Donc c'est vraiment ces principes de nécessité, de proportionnalité et de subsidiarité sont une grille de lecture importante pour comprendre l'action du mandataire judiciaire vu de l'extérieur. Alors, bien évidemment, le mandat doit absolument s'exercer dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Et ça, de manière opérationnelle, eh bien, en fait, on va chercher à comprendre autant que possible et à entendre, à recueillir l'expression de la volonté de la personne, comprendre ses valeurs, comprendre ce qui est son fonctionnement, je dirais, personnel, le fonctionnement familial, et les souhaits de la personne protégée par rapport à telle ou telle situation. C'est pas parce qu'on entre en établissement que le logement doit être vendu tout de suite. C'est pas parce qu'une personne en fin de vie qu'il y aura nécessairement un contrat obsèque qui sera souscrit. C'est pas parce qu'une personne a énormément d'argent et que sa famille est dans le besoin qu'elle va faire une donation. Et à l'inverse, c'est pas parce qu'une personne a peu d'argent qu'elle ne peut pas souhaiter aider sa famille. Donc, nous allons être là avec la personne protégée pour travailler sur ce qui va être de son meilleur intérêt au regard des préférences qu'elle exprime. Alors, notre cadre d'intervention en tant que mandataire judiciaire, il faut vraiment bien comprendre que la mesure judiciaire, si vous voulez, elle est restrictive de l'exercice de certains droits et capacités, et la majorité de ces droits et capacités étant confiés à une tierce personne qui va l'exercer en lieu et place de la personne vulnérable. Il y a des droits qui ne seront jamais transférables, évidemment, le droit de vote, c'est la personne seule qui l'exerce et puis personne n'est désigné à la place pour. Et il y a des droits, ce qu'on appelle strictement personnels, notamment relatifs à la filiation, dans lesquels personne ne peut intervenir. Mais, par exemple, tout ce qui est accès à la matière patrimoniale, quand il y a une mesure de protection juridique en général, la personne ne peut plus exercer elle-même ses droits. Ce qui veut dire que le mandat, d'une certaine manière, va être liberticide. Ce qui veut dire que le mandataire judiciaire ne peut intervenir que dans le strict cadre de son mandat. Parce que si on intervient... En fait, cette atteinte à la liberté individuelle de la personne, elle est décidée par un magistrat, qui est le gardien constitutionnel de nos libertés individuelles, au regard de la situation particulière d'une personne donnée, sur la base d'éléments médicaux. C'est une décision qui est susceptible d'appel. Si jamais le mandataire judiciaire se permet dans son action d'aller au-delà du mandat qui lui est confié par le juge au bénéfice d'une personne protégée, eh bien, vous constatez, vous comprenez que l'on va empiéter sur les libertés de la personne. Donc le respect du cadre de notre mandat est vraiment quelque chose d'absolument
fondamentale pour le mandataire judiciaire. Ce n'est pas toujours bien compris par l'environnement qui nous dit qu'il faudrait protéger plus. Papa a un excédent, enfin il a de l'argent de vie, il a 300 € par semaine, c'est beaucoup trop, il se met en danger avec ça. Ah oui, mais il doit percevoir l'excédent de la gestion, il doit percevoir le différentiel entre ses revenus et puis les dépenses qu'il a, et à la fin ce qui reste, c'est ce montant. Alors vous trouvez que c'est beaucoup, peut-être qu'il en fait un peu n'importe quoi, mais le curateur, en curateur renforcé, n'est pas là pour juger de l'opportunité de l'emploi de ces fonds. C'est comme ça, c'est la loi. Et le mandataire judiciaire ne peut pas être plus restrictif que la loi, plus restrictif que le mandat. C'est pas toujours facile à comprendre pour l'environnement, mais c'est une donnée essentielle, le respect des libertés individuelles, des libertés aussi de la personne. Voilà. Le mandat, de façon générale, concerne autant la protection des biens que la protection de la personne, sauf exception, je dirais, décision contraire du juge. Alors, en fait, là, il est intéressant, je pense, de rappeler que en matière patrimoniale, il y a un principe d'incapacité qui est posé par la mesure de protection, c'est-à-dire qu'en curatelle, la personne va prendre sa décision et le curateur va venir assister la personne en apposant sa signature à côté de la signature de la personne. En tutelle, eh bien, c'est le tuteur qui va signer en lieu et place de la personne en matière patrimoniale, ce que je viens d'exposer. Par contre, en matière personnelle, il faut vraiment, ce qu'ont dit Mme Le Sey et Mme Ligro tout à l'heure est vraiment important. En matière personnelle, la personne est toujours capable. Toujours capable. Il y a vraiment un principe de capacité en matière personnelle, sauf exception dûment et expressément visée par le juge dans le mandat. Ce n'est pas parce qu'une personne est sous tutelle qu'elle ne peut plus décider. D'accord ? Donc la question du respect du mandat, vraiment, est importante, fondamentale. Ce qui veut dire que la protection de la personne, en fait, relève, si vous voulez, d'une mission d'abord d'information et d'accès au droit, et de manière accessoire. Et seulement si le juge l'a précisé dans le dispositif de jugement, par écrit, nous pouvons avoir un mandat d'assistance en matière personnelle, et en tutelle et exclusivement en tutelle, nous pouvons avoir, dans certains cas particuliers, un mandat de représentation en matière personnelle. Enfin, en matière de protection des biens, on doit respecter certaines règles précises. Là, je vous ai évoqué notamment la question du reversement de l'excédent de gestion. C'est vraiment quelque chose qui s'impose à nous et nous n'avons pas possibilité de déterminer qu'on ne remettra qu'une part de l'excédent de gestion si la personne protégée n'en est pas pleinement d'accord pour décider d'épargner une partie de l'excédent de gestion.